Braquage de la BCEAO, la Côte d'Ivoire a remboursé 300 milliards de francs CFA à la BCEAO. Bon, quand on est là-haut, on parle, Gbagbo a braqué, il n'a pas braqué, il a fait ceci, il n'a pas fait cela. Combien savent que la Côte d'Ivoire était obligée de payer 300 milliards de francs CFA à la BCEAO? Combien de personnes savent ça? On va faire ça simple. Un enfant, c'est pas ton enfant. Il a gâté quelque chose, la pompe du village. La pompe du village qu'on prend pour puiser l'eau là. Il allait la gâter. Parce que lui, il est trop bandit. Maintenant, l'enfant là, c'est pas ton enfant. Mais toi, tu dis aux villageois, calmez-vous. Je vais arranger la pompe là. Tu arranges la pompe avec ton argent. Quand tu finis ça, tu attrapes l'enfant. Tu dis, bon, pour ne plus que l'enfant là puisse commettre la même chose demain, tu le chicotes devant tout le monde. Quand tu as fini de faire ça, les parents de l'enfant, c'est maintenant, eux, ils sortent pour dire pourquoi tu as frappé notre enfant. Pourquoi tu as frappé notre enfant? Mais ils ne se plaignent pas en disant pourquoi tu as arrangé la pompe alors que nous on était là, on pouvait arranger la pompe. C'est exactement le même cas que le braquage de la BCEAO effectué par Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo braque la BCEAO, il dit qu'il a payé les fonctionnaires ivoiriens. De vous à moi, est-ce que la masse salariale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire c'est 300 milliards? Pour payer les fonctionnaires ivoiriens en un mois là, c'est 300 milliards. Est-ce qu'un mois de paye de tous les fonctionnaires c'est 300 milliards? Si je pose la question, c'est pour amener les esprits à comprendre. En réalité, ils ont volé l'argent de la Côte d'Ivoire. L'argent là, on sait où c'est caché. Il y a une partie, ce que Katina a pris là, lui il a investi ça au Ghana. Quand il est rentré au Ghana là, les autorités ghanéennes lui ont dit, c'est avec cet argent là qu'il il faisait de la corruption. Et là-bas, là, les gens lui ont dit, il faut investir l'argent là, nous on prend une partie. Et si vous vous souvenez très bien, un moment, la Côte d'Ivoire avait lancé un mandat d'arrêt contre Katina. C'est dans l'argent là, volé là, qu'il a pris des milliards pour soudoyer, pour corrompre les autorités ghanéennes. Il y a une partie qui est cachée dans la banque des investissements de l'Angola. Ça, ce sont les Gbagbo avec les Nadi là. Et puis, il y a une autre partie qui est cachée en Afrique du Sud. Quand il a volé là, les partisans de Laurent Gbagbo n'ont rien dit. Quand Alassane Ouattara a remboursé l'argent là, ils n'ont rien dit. Mais c'est au moment de corriger l'enfant, quand on le met en face de la justice, pour qu'il ne répète même plus les mêmes choses, c'est là vous les voyez dire, on n'est pas d'accord. Dans l'histoire des nations, certains actes résonnent comme un éclat de tonnerre dans un ciel chargé d'orage. La casse de la BCEAO en 2011 en est un. Dans l'histoire de tous les pays du monde, il y a des événements qui vont se présenter comme des événements dangereux, des événements qui font peur, comme de la manière le tonnerre gronde dans le ciel quand il y a l'orage. Il dit, le braquage de la BCEAO que Laurent Gbagbo a fait en 2011, c'est comme un tonnerre dans le ciel. Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. La BCEAO là, c'est pas pour la Côte d'Ivoire. C'est pour tous les pays qui sont dans la zone UEMOA. Tu ne peux pas venir prendre ça et puis privatiser. Ce n'est pas possible. Si c'était pour la Côte d'Ivoire, oui. Mais ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, donc tu ne peux pas privatiser. C'est du vol. Ce ne fut ni une erreur, ni une simple transgression administrative,
mais bel et bien un braquage. Un coup de force organisé, prémédité, exécuté avec une froideur qui ne laisse place à aucun doute sur la nature criminelle de l'opération qui a coûté 300 milliards de francs CFA, totalement remboursé par la Côte d'Ivoire. Et quand le tonnerre gronde là, tout le monde entend. Et ce braquage là, ça a été tellement grand que ce n'était pas l'œuvre d'une erreur. C'est quelque chose qu'ils ont bien planifié et exécuté avec l'inconscience la plus énorme. Ils ont volé 300 milliards de francs CFA dans les comptes de la BCEAO. Mais figurez-vous, qui a remboursé cet argent? C'est l'État de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire vous, les citoyens, moi, c'est nous. On a remboursé ces 300 milliards-là. Et on a remboursé ça totalement. Est-ce que pour avoir remboursé, Laurent Gbagbo n'est pas en droit de répondre devant la justice ivoirienne? Voilà la question aussi qui se pose. Un braquage se définit par la violence, la préméditation et l'intention manifeste de s'emparer des biens ne vous appartenant pas. C'est quoi un braquage? Un braquage, c'est quand je m'en vais attaquer quelqu'un par violence. Je prends l'intention, je mets en place tout un scénario pour attaquer quelqu'un violemment et puis lui arracher quelque chose qui ne m'appartient pas. Quelque chose qui n'est pas pour moi là. J'arrache ça à quelqu'un par la violence. Une violence que j'ai préméditée et j'ai planifiée là. C'est ça qu'on appelle braquage. Ici, tous les ingrédients étaient réunis. L'État ivoirien, au main d'un pouvoir qui avait été braqué, s'est arrogé le droit de forcer les coffres de la BCEAO pour en extraire des milliards de francs CFA. Voilà quelqu'un qui va à des élections, qui a perdu ses élections. On lui dit, tu n'es plus à la place qu'il faut. La BCEAO lui retire sa signature. Et c'est là que lui s'assoit, il prémédite, il planifie, il dit, bon, comment on va faire pour se séparer une bonne fois? On va aller faire un braquage. Les frères Joe Dalton, ils s'en vont, ils planifient et ils s'en vont forcer les coffres. Ils ouvrent les coffres par la force et puis ils prennent l'argent. On dit, vous avez pris l'argent là pour faire quoi? Ils disent, on a pris pour payer les fonctionnaires. Quand tu payes les fonctionnaires là, ça reste dans les livres de compte de l'État. Mais bizarrement, quand Alassane Ouattara revient, Alassane Ouattara est obligé de payer les fonctionnaires. Et cette fois-ci, c'est fait main à main. Si les fonctionnaires avaient été payés, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire peut se tromper pour les payer 2 fois? Parce que les livres de compte auraient montré que les gens étaient payés. Mais c'est parce que les livres de compte ont montré que les gens n'étaient pas payés qu'Alassane Ouattara les a payés. Donc l'argent là allait où? Et plusieurs milliards ont été extraits par la violence des coffres de la BCEAO. La BCEAO ou BCEAO, c'est la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces fonds, destinés aux opérations monétaires des pays de la zone UEMOA, ont été détournés en pleine crise post-électorale, comme si la Côte d'Ivoire était devenue un Far West, où la loi du plus fort primait sur toutes les règles institutionnelles. Laurent Gbagbo, sachant que ses jours étaient comptés, dans sa tête, la Côte d'Ivoire était devenue une zone de non-droit, un Far West. On était dans l'état de nature, comme dirait Rousseau. Ça veut dire on était dans la jungle, dans la sauvagerie. Ils sont donc allés, il dit à ces gars, c'est gâté pour nous. De toutes les façons, on ne va pas rester au pouvoir. Donc ce qu'on doit faire là, on n'a qu'à gâter le coin et puis on va se chercher. Et c'est comme ça qu'ils sont allés braquer la BCEAO. La gravité de cet acte dépasse de loin la simple spoliation des ressources. Il s'agit d'une attaque contre la confiance,
le socle même sur lequel repose tout système financier. Je vous ai dit au départ que l'acte posé par Laurent Gbagbo et ses compères était tellement grave que ça sonnait comme le tonnerre dans un ciel orageux. Et le fait d'avoir braqué la BCEAO et d'avoir fait ce qu'ils ont fait, Laurent Gbagbo et sa bande, c'est pas seulement l'argent qui est le problème, mais c'est la confiance qui est placée aux institutions financières. C'est la confiance même qu'ils ont tuée. Or, tout système financier repose sur la confiance. Et c'est cette confiance-là qu'ils ont tuée. Parce que le plus violent, c'est celui qui pouvait imposer sa règle. Ce hold-up institutionnel a démontré, aux yeux du monde, que des dirigeants pouvaient fouler aux pieds les principes sacro-saints de l'indépendance des institutions monétaires, mettant ainsi en péril la crédibilité économique du pays et de la région. Bon, si c'est vrai que Laurent Gbagbo avait gagné les élections, supposons qu'il avait gagné en 2010 et que le monde entier avait tort, ce qui n'est pas vrai, mais supposons. Mais depuis quand un État qui se veut respectueux et sérieux peut aller commettre un braquage et encore demander au reste du monde de lui faire confiance? Est-ce qu'on se comprend? Je reprends. Supposons que Laurent Gbagbo a gagné les élections au deuxième tour en 2010, mais que le monde entier a menti. Mais Laurent Gbagbo a pu résister. Et finalement, le monde entier dit tu as reconnu, tu as gagné les élections, on te laisse. Mais Laurent Gbagbo avait déjà fait le hold-up, le braquage de la BCEAO. De vous à moi, est-ce que ce même Laurent Gbagbo pouvait sortir encore pour dire aux investisseurs, pour dire à la BCEAO et pour demander au monde de lui faire confiance? Pas du tout. Pas du tout. Parce que ce régime venait de tuer un élément qui est fondamental et essentiel, la confiance. En posant ce acte-là, Laurent Gbagbo, si les dirigeants qui sont venus après lui n'avaient pas été fermes, c'est la crédibilité de la Côte d'Ivoire en tant que pays qui avait été mise à l'eau devant tous nos États frères qui sont membres de la BCEAO, mais aussi des investisseurs internationaux. Si le président Ouattara n'avait pas pris des mesures fortes pour sanctionner ces actions-là, la confiance du monde se serait éloignée de la Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, les conséquences de ce braquage-là ont eu des résultats incalculables. L'argent ainsi soustrait ne représentait pas une simple somme de liquidité. C'était l'épine dorsale du système politico-économique en crise qui devrait être sauvée par un apport en oxygène nécessaire au maintien des services publics. En piochant dans les réserves de la BCEAO, le régime de Laurent Gbagbo a creusé un gouffre financier de 300 milliards de francs CFA, obligeant l'État ivoirien en premier ressort à procéder à la réparation des conséquences qui ont été posées, in fine, par le peuple ivoirien qui a payé encore le lourd tribut. Chaque citoyen, du plus modeste vendeur de la rue au plus grand entrepreneur, a indirectement payé le prix de cette spoliation. Est-ce que Laurent Gbagbo sait qu'en allant voler dans les caisses de la BCEAO, la somme qu'il a eu à prendre, cette somme-là, quand on dit que c'est l'État de la Côte d'Ivoire qui a remboursé, l'État de la Côte d'Ivoire, c'est qui? L'État de la Côte d'Ivoire, c'est toi. Toi qui es au village là, qui est au campement là, et puis tu es sous les bananiers là, c'est toi. Parce que l'État lui-même là, si vous pensez que l'État c'est Alassane Ouattara, c'est faux. Alassane Ouattara n'est que le représentant de l'État que les Ivoiriens ont choisi de mettre devant eux. Mais quand Alassane Ouattara dit l'État de Côte d'Ivoire a payé là, ça veut dire chacun de nous a payé l'argent, les 300 milliards là, on a payé. C'est sorti, l'argent est sorti de nos poches. On a payé pour d'abord sauver notre dignité,
On a payé pour pouvoir maintenir la confiance entre nous et les investisseurs. Donc, c'est une injustice que Laurent Gbagbo et son régime ont imposée au peuple de Côte d'Ivoire avant de quitter le pouvoir. Et c'est justement là que réside l'irresponsabilité politique et morale. Face à un tel crime, un homme d'État aurait dû reconnaître sa faute, assumer ses responsabilités et demander pardon. Quand tu n'es pas un homme irresponsable, quand tu n'es pas un homme à la moralité débridée, quand tu as commis un tel crime comme le braquage de la BCEAO, avec tout le mal que tu as fait à l'image de la Côte d'Ivoire, avec tout le mal que tu as fait aux Ivoiriens à qui tu as imposé de payer quelque chose à travers ton braquage, normalement Laurent Gbagbo devrait être capable aujourd'hui de dire aux Ivoiriens: je suis sincèrement désolé des désagréments que nous vous avons causés. À cause de moi et de mon régime, on vous a fait payer à vous les Ivoiriens 300 milliards de francs CFA. Je vous demande pardon. Non. Comme eux, ils ont érigé l'irresponsabilité politique et l'arrogance en système philosophique, en système de sagesse, non, eux, ils s'en foutent. Eux vont continuer à faire ce qu'ils vont faire. Pourtant, plus d'une décennie après, ni Gbagbo, ni ses proches n'ont jugé utile de faire acte de contrition. Ils ont fait ça en 2010. On est en 2025 aujourd'hui. Plus de 15 ans là. Eux trouvent que non, eux n'ont rien fait aux Ivoiriens. Quand on leur demande là, l'argent là où vous avez mis, ah non, laissez ça. On ne parle plus de ça. Parlons de l'avenir. Toi, tu n'as pas pu arranger mon passé, tu n'as pas arrangé mon présent. C'est mon avenir que tu vas arranger. Pire encore, ils s'emploient à minimiser les faits, à les noyer sous des justifications politiques absurdes, comme si le contexte de la crise pouvait excuser un tel forfait. Donc, avant la Côte d'Ivoire là-haut, il n'y avait pas eu de guerre dans un autre pays. Il n'y avait pas eu de guerre au Libéria. Il n'y avait pas eu de guerre en Sierra Leone. Il n'y avait pas eu de guerre dans un autre pays africain. C'est depuis que Dieu a créé la terre, là, c'est la Côte d'Ivoire qui a connu la guerre. Mais le même Laurent Gbagbo dit que la guerre que la Côte d'Ivoire a connue là, c'est un amusement par rapport à ce que le Libéria, la Sierra Leone et bien d'autres pays africains ont connu. Il dit ça. On a joué la vidéo ici plusieurs fois. Mais lorsqu'on leur demande la petite guerre que tu as connue là, puisque toi-même tu minimises la guerre là, petite guerre que tu as connue là, si cette petite guerre là t'a conduit à aller braquer la BCEAO, si tu avais donc connu une vraie guerre, qu'est-ce que tu n'allais pas faire? Ça veut dire petite guerre là. C'est ça que lui prend pour dire c'est pourquoi je suis allé braquer la BCEAO. Maintenant, si on avait connu une vraie guerre là, qu'est-ce que Laurent Gbagbo n'allait pas faire? Qu'est-ce qu'il n'allait pas se permettre de faire? Et c'est là que réside le caractère absurde. Quand vous leur dites, revenez à la réalité, comprenez que vous avez mal agi. Ah non, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Bon, la guerre que vous dites là, Gbagbo dit que ce n'était rien par rapport aux autres pays. Donc dans les autres pays là, qu'est-ce qu'eux ne devraient pas faire? Puisque eux, leur guerre était plus grave que pour la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'eux sont allés braquer les institutions financières? Ça veut dire que le problème, ce n'était pas la guerre, mais le problème, c'était la mentalité de Laurent Gbagbo et de ses proches. Il n'était pas là pour le bonheur des Ivoiriens. Il n'était pas là pour aider les Ivoiriens. Il n'était là que pour semer le chaos, pour créer le feu, pour ruiner les Ivoiriens, pour les mettre dans le feu, dans les larmes. C'était tout. Mais en plus, ce qui est encore plus dégueulasse, l'absence de remords, loin d'être anodine, traduit une faillite morale et une irresponsabilité politique qui devrait en toute logique disqualifier leurs auteurs de toute prétention à un retour aux affaires. Et il est bien de rappeler aux Ivoiriens que les faits là, ce n'est pas nous qui les créons. Les faits s'imposent à nous. Et ce n'est pas quelqu'un qui a forcé Laurent Gbagbo et sa bande à aller braquer la BCEAO. Mais à partir du moment où ils ont braqué la BCEAO et qu'ils ne sont pas prêts à reconnaître et à regretter tout le mal qu'ils ont fait aux Ivoiriens que je viens de vous citer, cela devrait interpeller les Ivoiriens pour dire nous avons affaire à des gens irresponsables. Nous avons affaire à des arrogants
qui ne changeront jamais. Parce que s'ils ont fait du mal hier, mais ils ne sont pas prêts à demander pardon si on les encourage sur cette voie-là, et demain s'ils viennent faire plus grave. Et justement, c'est ce que Laurent Gbagbo promet à ses militants. Si vous me votez que j'arrive, on va voler l'argent des Ivoiriens et on va vous donner gratuitement et facilement. Et c'est ce qui fait que beaucoup le suivent en fait. Dans des démocraties plus avancées, un tel acte aurait marqué la fin définitive d'une carrière politique. Les pays où la probité et l'éthique publique sont érigés en principes fondamentaux n'auraient jamais toléré qu'un homme coupable d'un tel abus puisse rêver de briguer de nouveau à la magistrature suprême. Les pays où il s'en va se cacher comme en Belgique, les pays qu'il appelle aujourd'hui pour les aider là, soi-disant communauté internationale là, il faut aller faire ce que Laurent Gbagbo a fait dans un de ces pays-là. Dans un de ces pays-là, la France, les États-Unis, il faut aller braquer la Réserve fédérale des États-Unis. Il faut aller braquer la Banque centrale européenne. On va voir encore si tu pourras faire politique ou pas. Mais, c'est chez nous en Afrique, les gens par ignorance, par tribalisme et par le goût facile du gain, même si on brûle le pays, même si on braque la BCAO, eux vont encore soutenir tel individu parce que s'il revient au pouvoir là, il va refaire les mêmes choses. Et nous sommes des pays, tant qu'il n'y aura pas la morale dans notre politique, tant qu'il n'y aura pas l'honnêteté dans notre politique, tant que les hommes politiques ou ceux qui veulent faire de la politique ne sont pas honnêtes. Et vous remarquez, quelle est la différence aujourd'hui entre Chaka Dian et Laurent Gbagbo? La différence, c'est que Chaka Dian est en train de rivaliser avec Laurent Gbagbo, mais il copie sur Laurent Gbagbo. Chez nous, ce sont les mauvaises habitudes que les politiciens copient. Et ils rivalisent dans la médiocrité. Et vous voulez que les Blancs nous respectent. Non, mais soyons clairs et simples. Les Blancs même là, ils font semblant d'être honnêtes. Les Blancs même là, ils font semblant de faire le jeu de l'honnêteté. Mais nous, on dit on ne veut pas être honnête. On va mal se comporter. On va être médiocre. Et on dit que les Blancs doivent nous respecter et on doit discuter avec eux. Depuis quand vous avez vu des gens malhonnêtes discuter tête à tête avec des gens honnêtes? Et le problème, ce ne sont pas les politiciens malhonnêtes. C'est nous, la population, qui ne les sanctionnons pas dans les urnes pour leur dire vous avez mal agi. Ne pensez même plus qu'on va pouvoir vous mettre à cette place. C'est nous, la population, qui venons les encourager. Et malheureusement, c'est là que on donne l'impunité en héritage en partant voter des gens comme les Laurent Gbagbo, comme les Chaka Dian là. C'est nous-mêmes, on prend l'impunité et puis on offre ça en héritage comme une anomalie de notre démocratie. Ah non, il a été voté, oh, il a été élu, oh, il a été élu. Oh. Mais vous l'avez élu comment? Vous l'avez élu parce qu'il vous a dit, si je viens là, je vais voler l'argent de la Côte d'Ivoire pour faire de vous des milliardaires. C'est sur cette base-là que vous l'avez élu. C'est vrai, il a été élu, mais c'est une anomalie dans la démocratie. Il a été élu parce qu'il vient pour répéter les mêmes pratiques néfastes. Et donc, on utilise la démocratie, une démocratie bancale, pour perpétuer, pour accentuer, pour encourager l'impunité qui devient un héritage. Malgré cette tâche indélébile, si Gbagbo peut envisager un retour au pouvoir, c'est avant tout grâce à une indulgence politique d'Alassane Ouattara. Cependant, la mémoire nationale n'est pas si poreuse. Elle ne devrait pas non plus être oublieuse des trahisons financières commises par le régime de Laurent Gbagbo contre elle en 2011. Un peuple qui oublie expose son avenir au même errement. Bon, quand on retrouve ces mêmes personnes aujourd'hui, dire que nous sommes des meilleurs politiciens, nous venons pour donner un avenir à la Côte d'Ivoire.
alors que ces personnes ont détruit le présent de la Côte d'Ivoire. Ces personnes ont mis en lambeau le passé de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la démocratie devrait encourager les défaillants, les débiles, des malfaiteurs patentés comme les Laurent Gbagbo et les Chakadian? Est-ce que, au nom de la démocratie, on doit permettre à ces malfaiteurs-là de venir sur la scène politique pour venir encore creuser le tombeau des Ivoiriens? Je ne crois pas que la mémoire des Ivoiriens soit si affaiblie au point qu'on a oublié ce qui s'est passé en 2011. Parce qu'un peuple qui ne respecte pas son passé, un peuple qui ne respecte pas les événements de son vécu, est un peuple qui se condamne à toujours rester en arrière. La question fondamentale demeure: peut-on confier la destinée d'une nation à des hommes qui, hier, n'ont pas hésité à s'attaquer au fondement de la souveraineté économique? Bon, on va faire ça simple. La BCEAO, là, c'est un des éléments qui montre la souveraineté économique des États de l'UEMOA. Bon, quelqu'un qui s'est attaqué à la BCEAO, tu t'es attaqué à la souveraineté économique. Est-ce que toi, tu peux venir dire que c'est toi qui vas permettre aux Africains de devenir financièrement, économiquement indépendants? L'acte de Laurent Gbagbo pose des questions essentielles. En s'attaquant à un élément de la souveraineté économique, notamment la BCEAO, est-ce qu'il ne s'attaque pas au symbole même de notre indépendance économique? Mais Laurent Gbagbo et ses sbires voudraient qu'on ne puisse pas réfléchir pour expliquer ça aux Ivoiriens. Peut-on espérer d'eux un sursaut moral alors qu'ils ont prouvé par leur mutisme obstiné qu'ils ne se sentent redevables d'aucun compte à rendre? Des gens qui disent, nous tout ce qu'on fait là, nous on ne voit pas un garçon qui va venir nous demander de rendre compte. C'est là que le vrai garçon Alassane Ouattara sort pour dire, puisque j'ai payé les 300 milliards là, je vais donc te montrer qu'il y a des comptes à rendre. Et ces comptes à rendre là, je vais te mettre devant la justice de Côte d'Ivoire. L'histoire jugera, mais les faits demeurent. On peut ne pas accepter nos propres péchés, mais viendra un jour qu'on appelle l'heure de la mort. On ne peut pas échapper à la mort. Et de cette même manière-là, l'histoire, on peut poser des actes, ne pas les reconnaître, mais les faits sont là et les faits demeurent. De la même manière que la mort s'impose à nous là, une fois qu'on finit de poser des actes là, ce n'est plus à nous de décider si ces actes là doivent rester ou pas. Dans la tête des gens du FPI, PPACI, PDCI, eux ils auraient voulu que certains actes ne puissent plus exister aujourd'hui. Ils auraient voulu que certains éléments n'en parlent pas. Mais c'est déjà fait. Ça va rester gravé dans la réalité. La casse de la BCEAO restera comme une balafre dans l'histoire politique et économique de la Côte d'Ivoire, un rappel cruel de ce qui arrive lorsque les dirigeants inconscients placent leur survie politique au-dessus du bien commun. C'est comme tu mets un enfant au monde, on dit, hé, l'enfant là est joli, comment il s'appelle? Non, il s'appelle Papou. Eh, joli bébé, ça va? Et Papou aussi sourit. L'enfant, il avait 6 mois. Il ne pouvait pas encore parler. Papou ne pouvait pas encore parler. Mais quand les gens l'aiment, là, ils sentent ça. Donc, Papou, là, quand on est dans le Baka comme ça, là, quand les gens voient garçon comme femme, ils disent, hé, l'enfant, là, est joli. Regardez comment il est en forme. Et l'enfant, là, tellement Papou est devenu jouer dans la main des gens, là. Papou, même là, quand il voit les gens, il sourit à tout le monde. C'est là, un jour, il y a quelqu'un qui a attrapé Papou. Il dit, hé, madame, ton enfant, là, est joli, oh. En même temps, là, elle dit, attends, je vais voir ton enfant, là. Elle aussi, elle enlève l'enfant, là, elle expédie ça comme courrier. Quand le monsieur a attrapé l'enfant, là, vous savez ce qu'il a fait à l'enfant, là? Il a dit, oh, il a balafré l'enfant là en même temps. Balafre des moussis là, il a mis sur les joues de l'enfant. Et puis il a déposé l'enfant sur les pieds de la femme. Depuis ce jour-là, tout le monde dit, ah, l'enfant là, il était joli avant, mais maintenant là, depuis qu'il est passé dans la main de l'autre là, il n'est plus joli. C'est ce que Gbagbo a fait à la Côte d'Ivoire. Ce que j'appelle ici Papou là, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était respectée. Mais c'est Gbagbo qui a rendu la Côte d'Ivoire infréquentable.
La Côte d'Ivoire était un pays sous-développé. Mais le Gbagbo a rendu la Côte d'Ivoire pays pauvre, très endetté. La fierté de la Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo, là, c'était d'être pays pauvre, très endetté. C'était d'être infréquentable. C'était d'être un pays ouïa-ouïa. Comme de la manière ils ont balafré les joues de Papou. Donc quand Laurent Gbagbo a pris la Côte d'Ivoire, là, jolie qu'elle était là, il a balafré la Côte d'Ivoire en même temps. Quand tu regardes, dis c'est pas même enfant là qu'elle a là. Ah, Laurent Gbagbo dit quand moi j'ai passé, c'est moi. C'est moi on appelle dirigeant inconscient. Moi là, avec mon groupe là, c'est nous quand on passe là, on gâte tout ce qui est fondement économique pour prendre notre intérêt. Et puis là, on s'en fout du bien des Ivoiriens. Il dit c'est moi. Et puis il dit au revoir. Sujet numéro 3. Le chant tragique d'un homme biffé de la liste électorale. Ici, je vais vous faire une histoire et je demande à ceux qui n'en ont pas l'habitude de serrer les ceintures. Laurent Gbagbo a été retiré de la liste électorale. La Côte d'Ivoire va brûler. Vous verrez, le Burkina, on a déjà pris attache avec les djihadistes. On va attaquer la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas pouvoir dormir. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et prenez note. Il était une fois un pays qui voulait avancer. Un pays qui voulait tourner la page d'un livre où s'étaient inscrits les cris, les larmes et le sang. Ce pays s'appelait la Côte d'Ivoire et il avait un rêve, celui de la réconciliation. Mais voilà qu'à l'ombre des discours apaisants et des accolades de façade, surgissait un refrain connu, une litanie qui avait pour seul but de faire croire à une chose pourtant absurde, que la présence d'un seul homme sur une liste électorale était le sésame absolu de la paix. Il y a un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ce pays, à un moment, a été dirigé dans les larmes et dans le sang. De 1993 au 11 avril 2011, tous les dirigeants qui sont venus ont dirigé dans l'injustice, ont dirigé dans les crimes de toutes sortes contre les Ivoiriens, ont dirigé dans le sang. Et ce pays-là, à un moment, s'est dit, puisque nous avons tant essayé avec le mal contre nous-mêmes, est-ce qu'il n'est pas temps de nous réconcilier? Au moment où les gens voulaient se réconcilier, il y a un petit groupe d'individus. Eux, ils ont dit aux gens, vous voulez vous réconcilier comment? Ils disent non, on va se réconcilier en faisant plaisir aux malfaiteurs. Et on va oublier les victimes. Là, quand c'est comme ça, quand les malfaiteurs seront contents, peut-être qu'ils ne vont plus faire du mal aux victimes. Et le petit groupe qui s'appelait la classe éclaireur pro-vérité leur a dit, d'expérience d'humains que nous sommes, nous n'avons jamais vu une réconciliation à sens unique. Nous n'avons jamais vu une réconciliation où ce sont les bourreaux qui sont célébrés, où ce sont les malfaiteurs qui dictent la conduite à suivre. Cette réconciliation ne marchera pas. Les accolades de façade que vous êtes en train de vous donner, les sourires hypocrites que vous êtes en train de faire, n'iront nulle part. Un jour même, Éclaireur même s'est levé. Il allait rencontrer Kakabé pour lui dire, ce que tu fais là, ça ne va pas marcher. Mais on lui a dit, c'est parce que toi tu as faim. C'est parce que tu es un aigri. C'est parce que tu n'es pas content. On a traité lui et son groupe d'ennemis de la paix. Mais il n'a pas fallu longtemps. On a vu des gens qui étaient eux-mêmes allés se réconcilier, verser les sangs des uns et des autres. Et finalement, ils nous ont dit, tout ça, on vous a blagué. Maintenant là, si Laurent Gbagbo ne rentre pas en Côte d'Ivoire,
qu'il n'y aura jamais de réconciliation. Et tout le monde entier a appelé Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il faut faire un effort. Laurent Gbagbo là, on n'a pas eu toutes les preuves contre lui pour le juger. On ne peut pas aussi le garder. Il n'est pas blanc comme la neige. Mais on n'a pas eu toutes les preuves au-delà de tout doute raisonnable. Et donc, on va le laisser partir. Mais il n'est pas blanc comme la neige. Moi, le greffe de la CPI, voilà le document. Laurent Gbagbo, on lui a demandé, tu vas aller où? On dit, il y a 3 pays. Tu peux aller en Angola, tu peux aller en Afrique du Sud. Laurent Gbagbo dit, il va aller en Côte d'Ivoire. On lui a dit, tu vas aller en Côte d'Ivoire. Mais avant d'aller en Côte d'Ivoire, tu sais comment tu as quitté la Côte d'Ivoire? Si tu vas là-bas, les mêmes choses que tu avais l'habitude de faire, si tu fais ça, tu vas devenir un ennemi de la paix. Et si tu deviens un ennemi de la paix, tout ce qui va t'arriver, c'est ton problème. Laurent Gbagbo dit, j'ai compris. On dit, il faut signer le document. Que tu ne seras pas un ennemi de la paix. Laurent Gbagbo signe le document. On prend le document, on envoie chez Alassane Ouattara. On dit, pardon papa, il faut le laisser, il va rentrer. Papa Alassane dit, il n'y a pas de problème. On dit à papa Alassane, comme vous les Ivoiriens là, Laurent Gbagbo nous a dit de ne pas faire confiance à quelqu'un. Nous, on ne peut pas vous croire comme ça. Est-ce que tu peux signer un autre document avec moi, le greffe de la CPI, pour me dire que sa sécurité sera garantie? Alassane Ouattara dit, je n'ai jamais été un criminel. Ça là, il a signé, c'est fini. Quand Laurent Gbagbo est rentré, ceux qui avaient dit que quand il allait rentrer, il a trahi la CPI, il a trahi la confiance du monde. Quand il est venu, c'est lui et son groupe qui se promènent pour dire aux gens, on va brûler la Côte d'Ivoire, on va brûler la Côte d'Ivoire, on va brûler la Côte d'Ivoire, on va brûler la Côte d'Ivoire. Et c'est bon, on va brûler la Côte d'Ivoire. On dit, tu vas brûler, il y a quoi? Il dit, je vais brûler parce qu'il n'y a pas mon nom sur la liste électorale. On dit, mais pourquoi il n'y a pas ton nom sur la liste électorale? Il dit, non, les gens disent que j'ai volé 300 milliards. Mais moi, je m'en fous. Même si j'ai volé là, ça fait quoi? Donc là, si on ne met pas mon nom sur la liste électorale là, il n'y aura pas de paix. Je m'en fous des lois de la Côte d'Ivoire. Les lois de la Côte d'Ivoire sont des détails pour moi, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Quel sacrilège, quel blasphème démocratique. L'aéropage de ses partisans, soudainement convertis en chantres du droit et de la justice, hurle à l'injustice. Et dès le lendemain, on voit les chiens aux queues coupées, les chacals aux yeux crevés, en train de hurler dans ce pays. Ouh, il n'est pas sur la liste, oh. Mais ce n'est plus l'heure d'hurler. C'est l'heure maintenant de prendre vos briquets et de brûler la Côte d'Ivoire. Mais au fond, que leur reproche-t-on, sinon d'avoir la mémoire courte et une mauvaise foi tenace? Voilà des gens qui disent que Laurent Gbagbo, étant venu en Côte d'Ivoire, était la condition pour eux de réconcilier la Côte d'Ivoire. Ni eux, ni Laurent Gbagbo ne se réconcilient avec la Côte d'Ivoire et ne permettent que les Ivoiriens se réconcilient. Mais pire, ils créent de nouvelles conditions et ils font encore du chantage contre la loi de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on inscrive un criminel sur la liste électorale. Parce qu'eux pensent qu'ils vont continuer à nous blaguer. Vous n'aimez pas la paix plus que nous. Et vous ne pouvez pas dire que vous aimez la paix plus qu'Alassane Ouattara, puisque c'est dans la paix. C'est la paix qu'Alassane Ouattara a imposée là. C'est dans ça qu'il a travaillé pour montrer ce qu'il pouvait faire. Si Laurent Gbagbo était un garçon qui aimait la paix là, il allait créer les conditions de la paix, ou bien tout au moins la partie utile de la Côte d'Ivoire qu'il avait là. Il allait montrer que là-bas là, il n'y avait pas de guerre. Il allait montrer ce dont il était capable de faire. Mais en réalité, aujourd'hui, ils pensent qu'ils vont nous blaguer. Non, s'il n'a pas pu respecter ce qu'il a dit devant le greffe de la CPI, s'il n'a pas pu respecter ce qu'il a dit dans les ambassades,
Aujourd'hui, est-ce que ces ambassades-là peuvent l'écouter? Ces ambassades, tu dois être un acteur de paix. Et c'est ce que le secrétaire d'Antonio Gutiérrez lui a dit avant qu'il ne rentre en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il a respecté? Donc vous allez vous promener devant toutes les ambassades. Les gens vont vous dire, est-ce que vous avez une démarche de paix? Est-ce que depuis que tu es là, qu'est-ce que vous aviez fait pour encourager la paix en Côte d'Ivoire? Pour apaiser les Ivoiriens? Vous n'avez fait que regarder dans votre sens. Parce qu'à un moment, les gens vous ont encouragé dans une fausse réconciliation. Et nous avons dit ici qu'à part la Côte d'Ivoire qui avait voulu tenter une réconciliation, jamais un pays du monde n'a essayé de cette façon et que ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, venez nous faire le bilan de votre réconciliation. Ils voudraient faire croire à une nation entière que la loi n'existe que lorsque cela les arrange. Or, si la démocratie n'est pas un buffet où chacun se sert à sa convenance, elle est un ensemble de règles immuables, une structure rigide qui ne se plie ni aux humeurs ni aux nostalgies. Mais ce que Laurent Gbagbo oubliait là, c'est que l'homme là, tout ce que tu fais là, que ce soit en bien ou en mal là, c'est contre toi-même tu fais où? Tout ce que tu fais là, que ce soit en bien, que ce soit en mal là, à la fin de la journée là, c'est toi seul qui vas tirer les conséquences. Pour Laurent Gbagbo, tout ce qui ne l'arrange pas, quand c'est la loi là, lui là, il n'est pas concerné par ça et il ne va pas respecter ça. Pour lui, la démocratie là, c'est comme sauce graine avec agouti et puis on a mis ça sous l'arbre à palabre au village, on dit chacun n'a qu'à se servir. Donc chacun vient et prend ce qu'il peut prendre dedans. Pour lui, la démocratie, c'est ça. C'est-à-dire, je fais ce qui m'arrange et puis je m'en fous des autres. C'est ça la démocratie chez lui. Mais il a oublié que la démocratie, c'est un ensemble de règles qu'on ne peut pas changer. La démocratie, là, c'est un ensemble de bons comportements qui doit être ancrés. Et ces bons comportements s'en foutent que tu sois heureux ou pas. Ces bons comportements-là s'en foutent que tu t'appelles Laurent Gbagbo ou même que tu t'appelles Tidiane Thiam. Les lois s'appliquent. Laurent Gbagbo a été condamné par la justice ivoirienne. Pas par caprice, ni par une manœuvre obscure, mais par une décision de droit. Quand je vois les partisans de Laurent Gbagbo ou bien du sombre individu de Dagana, ah non, c'est parce qu'ils ont peur de Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo, il était au pouvoir, on l'a battu. C'est en ce moment qu'on devait avoir peur de lui, parce qu'il avait les moyens de l'État. Maintenant qu'on l'a dépouillé comme un ver de terre, là, vous voulez vous blaguer vous-même en pensant que vous pouvez nous matagraboliser. Vous pouvez jouer avec notre esprit. Non, si on dit ça comme ça, là, ça va fouetter leur orgueil. Ils vont mettre le nom de Laurent Gbagbo. On n'est pas des enfants. Hein. Vous ne pouvez pas nous blaguer. On dit, le droit est là. La loi est là. C'est ça qui va être le baromètre entre vous et nous. On n'a jamais vu un pays sans constitution. On n'a jamais vu un pays sans livre de droit. Quand tu poses des actes, tu juges. Nous sommes dans un État organisé. Et quand les lois s'imposent, elles s'imposent à tous. Laurent Gbagbo, là, on ne l'a pas jugé parce qu'on a peur de lui. C'est parce qu'il a braqué la BCEAO. Laurent Gbagbo, là, on ne l'a pas jugé parce qu'on est en train de faire des petits coups. L'acte qu'il a posé, là, c'était avant les élections. Braquage, là, c'était avant les élections. Son jugement, là, c'était en 2018. Donc, ça n'a rien à voir avec l'élection en 2025. Au moment où il était fort, là, en 2010, là, après 10 ans de pouvoir, là, Alassane Ouattara l'a accueilli comme un fruit pourri. Ça, c'était au moment où il était fort. Mais si Alassane Ouattara a dit et il l'a accueilli comme un fruit pourri, c'est aujourd'hui où il n'est plus qu'un ver de terre, habillé d'un faux masque de Dieu, là. C'est là qu'il va avoir peur de lui. Pourquoi? Cette condamnation entraîne une conséquence juridique inévitable. Son nom est biffé de la liste électorale. Donc, si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, là, c'est parce que c'est un voleur, c'est un braqueur, c'est un filou, c'est un bandit. Ce n'est ni un complot, ni un assassinat politique, mais la stricte application des règles du jeu démocratique. Donc là, que le nom de Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, là,
c'est pas l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. C'est pas un complot. Lui là, il y a quoi dans lui, on va faire complot contre lui? L'homme qui voulait devenir prince. Mais le plus pathétique, c'est la mise en scène où Laurent Gbagbo serait l'incarnation même de la réconciliation nationale. Comme si à lui seul, il était la boussole morale de la Côte d'Ivoire, le juge suprême du pardon et de la paix. Dans la tête des partisans de Laurent Gbagbo est tellement important que Laurent Gbagbo est l'homme qui est lui-même l'instrument de mesure de la paix en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, c'est lui qui est la bascule du pardon en Côte d'Ivoire. Il donne une fausse image à Laurent Gbagbo. Bon, la réconciliation que vous voulez là, nous on a dit qu'on ne voulait jamais de ça. Et nous on est jusqu'à aujourd'hui, nous on est d'accord avec ça, avec notre position. Même quand le président Ouattara était en train de se réconcilier avec vous là, nous, on a dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. Bon, jusqu'à aujourd'hui là, nous on est sur cette position là. Et on n'a jamais caché. Et nous sommes très fiers de cela. Parce que vous n'êtes pas des gens sérieux. Vous n'êtes pas des gens qui avaient de la conscience morale. Mais vous continuez à vous blaguer. Si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, la Côte d'Ivoire va basculer dans la violence. C'est Laurent Gbagbo qui décide quand on va faire la paix en Côte d'Ivoire. C'est quand on pardonne à Laurent Gbagbo, c'est à tous les Ivoiriens on a pardonné, même aux victimes. On a compris. On a compris. On nous dit, sans Laurent Gbagbo sur la liste électorale, point d'élection. Quelle étrange conception de la République, comme si le pays tout entier, les victimes d'hier, les familles endeuillées, ne comptaient pour rien. Comme si la démocratie était un simple exercice de favoritisme. Un jeu où l'on décide qui mérite de tourner la page et qui doit rester enfermé dans le passé. Si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire parce que le pays va brûler. C'est tellement facile d'aller aux conclusions. Laurent Gbagbo était en prison. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas brûlé? C'est même Laurent Gbagbo là. On l'a traîné devant vous comme un chien pour aller le déposer à Korogo, le pays là. Il n'y a même pas eu Bangé qui a sauté. C'est même Laurent Gbagbo là. En 92, le 18 février 92 là, Alassane Ouattara l'a traîné pour le jeter en prison. C'est pas allé quelque part. C'est même Alassane Ouattara là. En mars 2025 là, son nom n'est pas sur la liste électorale, mais le pays continue de vivre. Ah, donc, ce que vous dites là, vous n'êtes pas garçon. Ah non, attendez, vous allez voir bientôt. Ce qu'on n'a pas vu là, on ne verra même plus ça. Et ce que vous dites que vous allez faire là, c'est ce que vous connaissez. Mais vous ne connaissez pas ce que nous aussi on a préparé pour vous attendre. Ça aussi là, on va vous dire ça propre. La démocratie là, c'est pas favoritisme. Ah non, comme on a des hommes politiques là, il faut mettre son nom sur la liste électorale, on va le favoriser. On n'a qu'à le favoriser, on va encore retourner en 2010. On va encore retourner dans une crise post-électorale. Nous-mêmes là, c'est sur le terrain de crise préélectorale qu'on vous attend. Nous, on préfère une crise préélectorale. Et je l'ai dit, un inconscient comme Laurent Gbagbo, un déviationniste comme Laurent Gbagbo, il est mieux de le laisser dans son terrain de non-droit et de le mater dans le non-droit que de l'amener dans le droit et puis demain encore, on arrive au même résultat. On va laisser Laurent Gbagbo comme ça. S'il veut, il n'a qu'à aller créer sa rébellion. Mais en tout cas, il va trouver la Côte d'Ivoire devant lui pour lui dire que trop, c'en est de trop. Ce n'est pas à lui, Laurent Gbagbo, de décider à ses humeurs que non, on va tourner la page. Comme lui, il est content, donc toute la Côte d'Ivoire est content. Ça là, il a essayé ça avec Bédié. Il a fait ça avec Gueye. Mais Alassane Ouattara sera son terminus. Mais non, Laurent Gbagbo n'est pas le critère de la paix. Il n'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, tu n'es rien en Côte d'Ivoire. Tu es même un malheur pour la Côte d'Ivoire. Tu es un cancer métastasé pour la Côte d'Ivoire. Tu es un kyste. Tu es un fibrome dans les entrailles de la Côte d'Ivoire. Tu es un ennemi de la paix en Côte d'Ivoire. Et ça, il faudrait que tu le retiennes. Tu n'es ni le début, ni la fin de la Côte d'Ivoire. Et donc là, ton existence ne fait ni chaud ni froid à la Côte d'Ivoire. Son absence d'une liste électorale ne signifie ni l'apocalypse,
ni l'implosion du pays. Et c'est pourquoi ton nom n'est pas déçu. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire a connu la fin du monde? Est-ce que le pays est divisé? Est-ce que ceux qui doivent aller au travail le matin ne se sont pas pointés au boulot? Est-ce que le soleil n'est pas sorti à l'est pour se coucher à l'ouest? Est-ce que les bagarres n'ont pas roulé? Donc quand toi, il n'y avait pas ton nom là, toutes les femmes ont fait fausse couche ce jour-là, quoi. Et puis tous les hommes sont devenus impuissants. En tout cas, ça c'est dans votre monde de sorciers. Le réduire à cette équation, c'est insulter la mémoire de ceux qui ont souffert et de faire de la nation ivoirienne une simple scène de théâtre où se joue éternellement la même tragédie. Laurent Gbagbo, ton scénario là, on a trop joué ça. Depuis 1990 là, c'est toi seul qui es le metteur en scène. Tu joues les mêmes pièces de théâtre. Toujours violence, toujours menace, toujours j'ai gagné, toujours on m'a volé, toujours ceci, toujours cela. Je ne suis pas content, les Ivoiriens ne sont pas contents, toi tu n'es pas content, tu parles au nom des Ivoiriens. C'est toi seul qui a toujours été le metteur en scène. Depuis 1990, ça suffit comme ça. Ton film là, même le film qu'on aime là, quand on regarde trop de fois là, ça finit par être énervant. C'est comme le film du vieux chinois dont je vous avais parlé. Un jour, il est parti dans un autre village. Lui seul. Il y avait comme ça plein de bandits. On ne peut même pas compter le nombre des bandits là même. Il a commencé à se battre avec eux. Il y a d'autres qui ont couteaux, d'autres ont des haches, d'autres ont des gourdins, d'autres ont des épées. Mais lui seul, à un moment là, il se battait avec sa main contre tout seul. Et puis il les frappait, il les frappait, il les frappait. Maintenant, le chef bandit là, il y a un monsieur qui est venu l'attaquer. Quand le monsieur l'a attaqué là, en même temps, le monsieur avait un gros couteau comme ça. Donc, il a tapé la main du monsieur, le couteau là en haut. Le couteau là en haut dans le ciel là-bas, comme de la manière Jésus montait là. Et puis maintenant, il est parti. Le couteau là est resté là-bas. Il a fini de frapper le chef, il a fini de frapper le monsieur là, blesser le monsieur là. Et puis maintenant, là, le couteau là est descendu. C'est comme si le couteau là était bloqué pour attendre. Quand vous allez finir de faire palabre là, je vais descendre comme tu veux. Laurent Gbagbo, faut pas nous prendre comme dans un film chinois. Ton théâtre là, c'est une comédie qui est très mal jouée et c'est une comédie qui est tellement stupide que ça va comme ça. On a trop joué pour toi là. Maintenant là, on va jouer pour quelqu'un d'autre. On va jouer maintenant le théâtre de la loi. On va quitter dans le théâtre des compromis et des compromissions. On va jouer le théâtre de la loi. Et puis on va voir ce que ça va nous donner aussi. C'est bon comme ça. C'est bon. On est fatigué de pour toi là. Je sais que la démocratie, c'est comme un carcan qui fait mal à vous les nostalgiques du désordre. On sait que vous n'êtes pas des démocrates, vous n'êtes pas des républicains. Cette démocratie que certains invoquent, tout en la méprisant. Lorsqu'ils sont au pouvoir, ils en brandissent les principes comme un bouclier. Mais lorsqu'ils en sont exclus, ils la dénoncent comme une prison injuste. Or, la démocratie a des règles. Nul n'en est au-dessus. Ni les héros déchus, ni les chefs déchus, ni les rois sans couronne. Laurent Gbagbo a été condamné. Il ne peut donc pas voter. Pourquoi devrait-on tordre les principes pour lui accorder un privilège que personne d'autre n'aurait? Donc Laurent Gbagbo, la démocratie là, c'est pas quand tu es au pouvoir, parce que tu es au pouvoir pour que toi on ne puisse pas te chasser du pouvoir, tu vas crier, non, coup d'état n'est pas bon, est-ce qu'on peut donner le pouvoir à quelqu'un qui a fait coup d'état? Mais une fois que tu n'es plus là-bas, la démocratie, toi tu t'en fous de cela là. Ça c'est dans ton monde. Tu as perdu ta couronne, tu as été désavoué, tu penses être un héros dans les films de gore, mais tu as été condamné dans la réalité. Dans la réalité, tu ne peux pas voter. Dans la réalité, tu n'es pas sur la liste électorale. Dans la réalité, là, tu ne seras pas inscrit sur la liste électorale. Parce que toi, Laurent Gbagbo, là, tu n'es pas le centre de la Côte d'Ivoire. Pour que si toi, on ne t'accorde pas des privilèges, la Côte d'Ivoire va tomber dans les enfers, là. Tu n'es rien. Les institutions ivoiriennes ne sont pas des machines à exception. Elles sont bâties pour garantir un fonctionnement équitable du système. Et que cela plaise ou non, la règle s'applique à tous.
La Côte d'Ivoire ne doit pas être un royaume où la loi s'efface devant les désirs d'un seul individu. Donc les lois de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas une république de plaisantins. Nous ne sommes pas une république de yo-yo. Et on ne va pas s'amuser à te faire plaisir ou à faire plaisir à chacun. La loi, on va maintenant jouer le disque de la loi. Et on va voir là où cela va nous conduire. Hier, on a jugé les dirigeants de la Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient injustes. Et aujourd'hui, on veut que vous jugez les dirigeants de la Côte d'Ivoire en disant partout dans le monde, ils ont appliqué la loi, voilà pourquoi nous sommes en train de la combattre. Que cela vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, la règle s'applique et pour nous, c'est ça l'essentiel. Parce qu'en réalité, cette comédie a trop duré. Alors que reste-t-il? Un théâtre aux acteurs fatigués, des discours prévisibles, des indignations calculées. Comme un vieux disque rayé, certains voudraient encore nous faire croire que, sans leurs idoles, le pays ne peut avancer. Mais le temps des idoles est révolu. Et là, ici, Léné Coulibaly nous ramène à Nietzsche. Vos faux dieux ont été tués. Vous voulez nous ramener dans le monde des vieilles idoles. Si notre idole Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, là, je vous dis là, personne ne va dormir en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Ce sont des femmes bellémanes, des jeunes désœuvrés, des petits pompiers. C'est eux qui se promènent pour dire ça aux gens. Mais si vous êtes courageux là, allez en Côte d'Ivoire. Si vous êtes courageux là, ce que vous dites là, allez mettre ça en pratique. Et donc, vos acteurs sont fatigués dans leur propre film. Les discours que vous faites là, c'est des discours qu'on a déjà entendus, on a trop entendu. Et puis le CD là, on a tellement joué ça que c'est rayé même. Donc là, si Laurent Gbagbo, c'est une idole, c'est un faux dieu pour vous là, sachez que c'est un faux dieu qui est déjà mort. Comme le Coran le dit, toute chose qui est divinité en dehors de Dieu est une chose morte. Donc là, votre Dieu là, c'est un Dieu qui est mort par anticipation. La Côte d'Ivoire se reconstruit avec les lois, avec ses institutions et ses citoyens. La Côte d'Ivoire que nous sommes en train de construire là, on va essayer une nouvelle Côte d'Ivoire avec un nouveau disque sur la base des lois, sur la base des institutions et sur la base des Ivoiriens qui veulent se mettre au travail tous les jours. Elle ne doit être l'otage d'un nom ni d'un passé révolu. La Côte d'Ivoire ne sera ni l'otage d'un soi-disant Laurent Gbagbo ou d'un soi-disant petit-fils de qui que ce soit pour dire que non, comme eux sont les petits-fils d'eux là, ou même comme ils s'appellent Laurent Gbagbo là, on n'a qu'à trouver des arrangements entre nous. Bon, ce même arrangement que vous voulez là, pourquoi quand on dit qu'on va dire Atene Brema Ouattara d'être président, vous dites non, il est le petit frère d'Alassane Ouattara, il ne doit pas se présenter. Mais en même temps, c'est vous qui trouvez pour dire, comme je suis le petit-fils d'Oufoué là, c'est pourquoi là, vous devrez me laisser, je vais me présenter, même si je viole les lois. Comme je suis Laurent Gbagbo là, même quand j'ai volé là, laissez-moi, je vais me présenter. Bon, de la même manière que vous vous faites des faveurs là, c'est comme ça aussi que Atene Brema là, lui là, comme il est le petit frère d'Alassane Ouattara là, laissez-lui aussi, il va se présenter aussi. Mais on n'est même plus dans tout ce schéma là, ça c'est fini. Ce schéma là, il est fini. Alors que ceux qui pleurent la non-inscription de Laurent Gbagbo cessent leur lamentation. Car derrière leurs cris, il n'y a qu'une mauvaise foi, grossièrement maquillée, un refus d'accepter que l'histoire avance, avec ou sans eux. Vous criez là, ça ne va rien changer. Et les autorités ivoiriennes sont très à l'aise et sont en harmonie avec le peuple de la Côte d'Ivoire. On est fatigué de pour vous là. On veut essayer quelque chose d'autre maintenant. Donc vos cris, vos lamentations, c'est vous seuls qui les entendez. Mais tous les Ivoiriens conscients savent que c'est l'expression de votre mauvaise foi qui est très mal maquillée avec des arguments saugrenus. Parce que vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire avance. Vous ne voulez pas qu'on écrive une nouvelle histoire de la Côte d'Ivoire. Mais que ce soit avec vous ou sans vous, on va écrire une histoire de la Côte d'Ivoire nouvelle et on va avancer dans l'histoire des pays sérieux. Sans vous, la Côte d'Ivoire est prête à aller parce que vous n'apportez rien à l'humanité.